Jacques Pelletan, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Société sécuritaire ou Société de confiance. Alors pourquoi ce livre et pourquoi aujourd'hui? Alors pourquoi ce livre? Parce qu'en réalité la sécurité imprègne tous les discours politiques, publics, même dans les entreprises. Et souvent ces discours sont assez peu fondés en raison. On définit mal ce qu'est la sécurité. Et je voulais offrir un cadre de travail qui est un cadre de travail d'un économiste. Je suis économiste pour essayer de comprendre comment les sociétés pouvaient répondre aux attentes de la population en termes de sécurité. J'ai considéré que la sécurité était un bien et j'ai voulu essayer de voir sous quelles conditions les pouvoirs publics et les sociétés privées étaient à même de répondre à cette demande. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est dans un moment très particulier dans notre rapport au risque. Au fil du temps, nos existences sont devenues de plus en plus sûres. Matériellement, humainement, les risques de mourir de mort violente n'ont cessé de décroître depuis des siècles. Notre sécurité matérielle, à travers les systèmes de protection sociale notamment, et leur diffusion dans le monde, s'est sans cesse accrue. Et finalement, les attentes ont été sans cesse croissantes en matière de sécurité. Et puis dernièrement, au cours des dernières décennies, le mouvement s'est un peu inversé. Un petit peu, je dis, parce que bien évidemment la sécurité d'aujourd'hui et les risques de mort violente par rapport à jadis, c'est sans commune mesure. Néanmoins, les attentes ont été déçues, ce qui a créé nombre de crispations, ce que j'appelle une déception des anticipations, et ouvrant des prémices, les ferments d'une certaine forme de violence, de peur d'autrui, de peur du futur, d'un retour au conservatisme et à des positions assez exacerbées en réalité dans nos sociétés. Je voulais comprendre sous quelles conditions il était possible d'aller vers des sociétés plus confiantes. Alors vous semblez dans votre ouvrage opposer sécurité et confiance. Pourtant la sécurité est plutôt quelque chose de positif, non? La sécurité effectivement est quelque chose de positif. Mais les sociétés sécuritaires, ce que j'appelle des sociétés sécuritaires, c'est des sociétés dans lesquelles les individus ne s'estiment pas comblés en termes de sécurité, dans lesquelles les reproches faits au pouvoir public sont massifs en termes de lutte contre l'insécurité. C'est finalement des sociétés de défiance, de peur, de crispation, et là, pour le coup, ce n'est pas un aspect très positif. Le sentiment d'insécurité est-il rationnel ou non? Finalement, beaucoup de psychologues ont essayé d'aller voir ce qui gouvernait un peu l'évolution des états mentaux des individus. Et on se rend compte que l'on est beaucoup plus sensible aux variations qu'aux états. La question, c'est de savoir si vous êtes augmenté, par exemple, ce qui va améliorer votre état mental. Ce qui va améliorer votre état mental, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être augmenté. Et en matière de sécurité, on observe un peu le même phénomène. Dès lors qu'on perd de la sécurité face à la criminalité ou face au risque de pauvreté, de chômage, eh bien, tout à fait rationnellement, on va être dans une situation de crispation, une situation assez négative. Par ailleurs, il y a quand même des éléments qui se mélangent à cela et qui contribuent à accentuer le sentiment d'insécurité, notamment lorsque l'on voit tourner en boucle sur des chaînes de télévision ou sur des réseaux sociaux tel ou tel attentat récent en France ou ailleurs. C'est quelque chose qui met l'accent et qui polarise l'attention sur ces événements en particulier et qui accentue le sentiment de crispation et le sentiment d'insécurité. Donc c'est assez compliqué, c'est un mariage assez complexe entre le rationnel et l'irrationnel qui contribue à ce sentiment d'insécurité d'aujourd'hui. Alors quels sont les risques? Déjà, le risque, c'est d'être malheureux. Parce que quand on a peur du futur, quand on pense, comme beaucoup de Français, que la génération de nos enfants vivra plus mal que la nôtre et plus mal que celle de nos parents, on n'est pas heureux. Et puis lorsqu'on n'est pas heureux, lorsqu'on est crispé, face au futur, face à autrui, en général, on fait des choix qui ne sont pas forcément les bons. Et ces crispations peuvent ouvrir à des situations de violence. C'est ce que l'on appelle des fois en économie
des anticipations autoréalisatrices. Quand on a peur d'autrui, ça entraîne vers la violence et effectivement, tout montre que l'on avait raison d'avoir peur d'autrui. Donc c'est éviter ces crispations, éviter ces violences, et puis sans aller jusqu'à la violence et la mort, professionnellement, si l'on a peur de perdre son travail, si l'on a peur d'être mis dehors du jour au lendemain sans protection, on fait des choix professionnels qui sont sans doute pas les bons non plus. Donc c'est à la fois ne pas vivre malheureux, ce qui est plutôt intéressant en soi, et puis c'est aussi ne pas ouvrir vers des horizons de violence ou de crispation pour le futur. Et finalement, que peut-on faire et est-ce que les pouvoirs publics possèdent les leviers pour restaurer de la confiance? Oui, ils ont les leviers et pour cela, il faut sans doute qu'ils coordonnent à la fois les temps, les horloges et les espaces géographiques. Si l'on prend l'exemple du terrorisme, bien évidemment, aujourd'hui, il faut se protéger, faire en sorte que les partages de fichiers, par exemple, à l'échelle européenne, que les réseaux policiers fonctionnent mieux pour se protéger aujourd'hui. Et en même temps, il faut voir le temps long et essayer de comprendre pourquoi des centaines de jeunes qui ont été élevés en France, qui sont nés en France bien souvent, quittent notre pays et reviennent nous faire la guerre. Il faut également agir pour éviter la polarisation. Un ancien Premier ministre a parlé d'apartheid dans notre société entre les zones bien dotées et celles qui ne le sont pas, pour lutter contre le fait qu'un certain nombre d'enfants, dès le plus jeune âge, soient en déshérence scolaire. Et la duplication des classes dès le plus jeune âge dans les zones difficiles s'inscrit dans cette perspective et est une bonne chose. Donc il faut aussi s'inscrire dans le temps long en permettant à ceux qui n'ont pas réussi dès les premières tentatives scolaires aussi de se former tout au long de la vie. Et je pense notamment aux écoles de la seconde chance, qui sont formidables, mais qui sont très peu utilisées en France, se former aussi tout au long de la vie lorsque l'on perd son emploi. Et c'est quelque chose qui est peu fait et qui doit être très largement développé. Et puis, je peux prendre aussi un deuxième exemple de coordination des horloges face à une peur qui est très forte, qui est celle de la pauvreté, qui est celle du chômage. C'est à la fois protéger les populations. Aujourd'hui, lorsque l'on perd son emploi à 50 ans, on peut se retrouver dans une situation très difficile, dans une situation de pauvreté. Et les systèmes de protection sociale ne permettent pas de tenir compte de tous les cas, notamment des travailleurs indépendants qui sont pourtant souvent en état de dépendance économique et dans un retournement de situation peuvent se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc il faut un régime d'inclusion qui permette de protéger lorsque le risque survient. Et en même temps, il faut être capable de se préparer à des sociétés plus incertaines, c'est-à-dire dans une société où on soit, pas tout à fait, mais un peu quand même, comme des intermittents du spectacle, avec à la fois un système de protection sociale, un système de formation qui permettent de rebondir, de créer éventuellement ses propres activités. Donc c'est à la fois conjuguer les temps courts, aujourd'hui, éviter les situations de grandes difficultés aujourd'hui et se projeter dans le temps long. Et ce ne sera possible que si on coordonne aussi les échelles géographiques. Je donne juste l'exemple de la protection sociale, mais il est impensable à long terme de faire cohabiter au sein d'une même zone économique des pays qui ont une très forte protection sociale et des pays qui commencent à fonctionner de plus en plus et massivement sur les contrats 0 heure. Donc il faudra une coordination géographique et une coordination des horloges. Mais les pouvoirs publics peuvent quelque chose, doivent faire quelque chose pour répondre à ces peurs, et ce livre essaie de donner quelques pistes qui s'inscrivent dans cette perspective.